Extrait de l'ouvrage de Dorothy Allison, Poe, Une lutte de classe. La première fois que j'ai entendu « Ils sont différents de nous, ils n'accordent pas la même valeur que nous à la vie humaine », j'étais au lycée, en Floride. L'homme qui parlait était un recruteur de l'armée s'adressant à une bande de garçons. Il leur expliquait ce que c'était vraiment l'armée et ce à quoi ils devaient s'attendre à l'autre bout du monde. Un sentiment de colère froide m'avait envahi. J'avais déjà entendu le mot « ils » prononcé sur ce même ton méprisant. Ils, ces gens là-bas, ces gens ne sont pas nous, ils meurent si facilement, ils s'entretuent si aisément. Ils sont différents. Nous, j'ai pensé. Moi. Lorsque j'avais 6 ou 8 ans à Greenville, en Caroline du Sud, j'avais entendu ce même ton de rejet, en l'occurrence employé à mon égard. Ne joue pas avec elle, je ne veux pas que tu leur parles. Ma famille et moi, nous avons toujours été ils. Qui suis-je ? Me demandai-je en écoutant ce recruteur. Qui sont mes semblables ? Nous mourons si facilement, nous disparaissons si sûrement, nous ils, virgule, les pauvres et les homosexuels. J'ai pressé mes 2 poings osseux et blancs contre ma bouche de lesbienne furieuse. La fureur était une bonne sensation, plus forte et plus pure que la honte qui lui succédait, que la peur et l'envie soudaine de courir et de me cacher, de nier, de faire semblant de ne savoir ni qui j'étais, ni ce que ce monde me faisait. Les gens comme moi n'étaient pas extraordinaires. Nous étions insignifiantes, .s, mais même ainsi, nous étions des mythes. Nous étions ce « il » dont tout le monde parle, les pauvres bougres. J'ai grandi en essayant d'échapper au sort qui a détruit tant de gens que j'aimais. Et en prenant l'habitude de me cacher, j'ai découvert que je me m'étais aussi caché de moi-même. Je ne savais pas qui j'étais, je savais seulement que je ne voulais pas être « il ». Celles et ceux qui sont détruits ou écartés pour que les vraies personnes, entre guillemets, les gens importants, se sentent plus en sécurité. Lorsque j'ai compris que j'étais homosexuel, cette habitude de me cacher était déjà ancrée si profondément en moi que ce n'était plus un choix mais de l'instinct. Se cacher pour survivre, pensais-je, étant entendu pour moi que si je disais la vérité sur ma vie, sur ma famille, mon inclination sexuelle, mon histoire, je me retrouverais dans ce territoire inconnu, le pays des îles, sans jamais aucune chance de mettre un nom sur ma propre vie, de la comprendre ou de la faire exister. Pourquoi as-tu si peur ? Me demandaient mes amis et mes petites copines, chaque fois que je semblais soudainement étrangère, ne leur parlant plus, ne faisant plus les choses que, selon elles, je devais faire, des choses simples comme adresser une demande d'emploi, de bourse ou de prix dont elles étaient sûres que je les obtiendrais facilement. Le bon droit, je leur ai dit, c'est de se sentir nous plutôt que ils. Vous pensez que vous avez droit à des choses, que vous avez une place sur cette terre, et ça fait tellement partie intégrante de vous que vous ne pouvez pas imaginer que des gens comme moi, des gens qui semblent vivre dans votre monde, n'en font pas partie. Je leur ai expliqué ce que je sais, encore et encore, par tous les moyens. Et je n'ai jamais été capable de leur faire comprendre à quel point j'avais peur, à quel point je me sentais nié. Non seulement j'étais homosexuel dans un monde qui est les homosexuels, mais j'étais né pauvre dans un monde qui méprise les pauvres. Le besoin de rendre mon monde crédible pour des gens qui ne le connaissent pas constitue en partie la raison pour laquelle j'écris. Je sais que certaines choses devraient être ressenties pour être comprises,
que le désespoir, par exemple, ne peut jamais être traduit de façon satisfaisante. Il doit être vécu. Mais si je veux écrire une histoire qui fasse entrer ma lectrice dans la peau de mes personnages, qui lui fasse ressentir leur degré de peur et de doute, leurs espoirs et leurs angoisses, alors je serai parvenu à me sentir plus réelle, aussi importante que ces mêmes gens que j'ai toujours regardés avec crainte et respect. Je sais que je suis lesbienne depuis l'adolescence, et j'ai passé une bonne vingtaine d'années à penser les plaies de l'inceste et des mauvais traitements. Mais ce qui a sans doute marqué ma vie, c'est d'être né en 1949, à Greenville, en Caroline du Sud, et d'être la fille naturelle d'une femme blanche, issue d'une famille désespérément pauvre, une femme qui avait quitté la classe de 4e l'année précédente, travaillait comme serveuse, et avait juste 15 ans et 1 mois lorsqu'elle m'a eu. Ce fait, plus l'onde de choc à laquelle je n'ai pu échapper d'être né dans des conditions de pauvreté que cette société trouve honteuses, méprisables et quelque part méritées, a eu le dessus sur moi à un tel point que j'ai passé ma vie à tenter de le surmonter ou de le renier. J'ai appris avec beaucoup de douleur que la grande majorité des gens pensent que la pauvreté est une condition de vie volontaire. J'ai aimé ma famille si obstinément que chaque geste pour la maintenir dans le mépris allumait chez moi un contre-feu de fierté, compliqué par l'envie sous-jacente de me fondre dans les mythes et les théories en vigueur dans la société et leur réinterprétation lesbienne féministe. Le choix se résumait soit au film de Steven Spielberg et au roman d'Erskine Caldwell, l'un mettant en valeur et l'autre caricaturant, soit au patriarcat jugé scélérat, banalisant ainsi les choix que les hommes et les femmes de ma famille ont faits. J'ai eu à combattre de vastes généralisations issues de chaque point de vue théorique. La théorie féministe traditionnelle a eu une compréhension limitée des différences de classe, ainsi que de la façon dont la sexualité et le moi sont façonnés à la fois par le désir et par le déni. Cette théorie suggère que nous sommes toutes des sœurs et que nous devrions diriger notre colère et notre méfiance uniquement vers le monde extérieur à la communauté lesbienne. Il est facile de dire que le patriarcat est la cause de tout, que la pauvreté et le mépris sont des produits de la société patriarcale. J'ai même souvent ressenti le besoin de lier mon vécu sexuel à mes origines sociales, de prétendre que ma vie en tant que lesbienne et ma vie de femme issue de la classe ouvrière étaient tous deux le produit du patriarcat. Et inversement, j'ai feint d'ignorer combien ma vie fut façonnée par le fait de grandir pauvre, pour ne parler que de l'influence de l'inceste sur mon identité de femme et de lesbienne. La difficulté réside dans le fait que je ne peux purement et simplement pas imputer la source de mes problèmes à la vie, ni au patriarcat, ni à l'inceste, ni à la structure de classe de notre société, même invisible et objet de déni. Au sein de mon collectif féministe lesbien, nous avions eu de longues conversations au sujet de la séparation corps/esprit et de la manière dont nous compartimentons nos vies pour survivre. Durant des années, j'ai pensé que ce concept me renvoyait à ma façon de distinguer ma vie engagée, militante, de celle secrète, passionnée, au travers de laquelle j'assouvissais mes désirs sexuels. J'étais convaincu que la fracture était peu profonde, qu'elle serait résolue avec le temps lorsque j'y verrais plus clair, à peu près au moment où je commençais à comprendre le sexe. Jamais je ne m'imaginais que ce n'était pas une scission mais une fragmentation.
Et j'ai traversé des parties entières de ma vie, des jours, des mois, des années, à avancer de façon automatique, me levant tous les matins et me mettant au travail, travaillant tellement et si continuellement que j'évitais par n'importe quel moyen d'analyser ce que je savais de ma vie. Travailler devenait une transe. J'ignorais qui j'étais vraiment et comment j'étais devenu cette personne. Je continuais dans cette progression quotidienne. J'étais devenu une automate qui n'existait que par son travail. J'ai essayé de faire partie de la communauté lesbienne féministe afin de me sentir visible et reconnue. Je ne me rendais pas compte que je me cachais, me fondant au milieu des autres par sécurité, comme je l'avais fait au lycée, à l'université. J'ai trop connu cette attitude pour l'oublier. Je croyais que toutes ces choses dont je ne parlais pas, auxquelles je ne voulais même pas trop penser, n'étaient pas importantes, qu'aucune ne me définissait. J'avais bâti une vie, une identité dont j'étais fier. J'avais une autre famille, la famille lesbienne, dans laquelle je me sentais en sécurité. Et je n'avais pas réalisé que mon moi fondamental avait quasiment disparu. Il était étonnamment facile de vivre ainsi. Tout et tout le monde concourait à ce processus. Tout dans notre culture, livres, télévision, films, école, mode, était présenté comme étant vu, entendu ou façonné par une seule et unique personne. Même si vous savez que vous ne partagez en rien cet imaginaire standard, si vous aimez la country plutôt que le classique, si vous êtes critique dans vos lectures, si vous prenez du recul face aux informations, si vous êtes lesbienne et pas hétérosexuelle et vivez entouré de votre petite communauté atypique, vous êtes tout de même conditionné par cet hégémonisme ou par votre résistance à celui-ci. Le seul moyen que j'avais trouvé pour résister à cette tendance hégémonique du monde fut de m'inclure dans quelque chose de plus grand que moi. En tant que féministe et responsable, lesbienne, radicale, et plus tard en tant que sex radical, terme qui évoluera plus tard en féministe pro-sexe pour désigner celle qui n'était pas anti-pornographie mais anti-censure, celle d'entre nous qui militait en faveur de la diversité sexuelle, le besoin d'appartenance afin de me sentir en sécurité était tout aussi important pour moi que pour n'importe quel citoyen hétérosexuel apolitique, et parfois même plus important, puisque le reste de ma vie était fortement engagé dans le combat. La première fois que j'ai lu les poèmes d'Irena Klepvis, lesbienne et juive, j'ai éprouvé comme un frisson de reconnaissance. Non pas que mes semblables aient été rayés de la carte, entre guillemets, ou assassinés, comme l'ont été les siens. Non, nous avons été encouragés à nous détruire nous-mêmes, ou on nous avait rendus invisibles parce que nous ne collions pas au mythe engendré par la classe moyenne des bons pauvres. Même maintenant, à 40 ans passés, et obstinément fier de ma famille, je ressens le poids de cette mythologie, de cette vision romancée et tronquée des pauvres. Je me retrouve à regarder mon passé en me demandant ce qui a été réel, ce qui a été vrai. À l'intérieur de ma famille, tant de choses étaient sujettes à mensonges, plaisanteries, dénis, ou exprimées de façon délibérément indirecte, voilées de honte, ou accompagnées d'un bref rire pincé qui démentait tout ce qui venait d'être dit. Qu'est-ce qui était vrai ? La pauvreté décrite dans les livres et les films était romantique. Elle servait de toile de fond à l'histoire de personnages qui arrivaient à s'en échapper. La pauvreté dont les intellectuels de gauche faisaient le portrait était tout aussi romantique. Elle était une tribune permettant de taper sur les classes moyennes et supérieures, et dans leur perspective, le héros de la classe ouvrière était invariablement masculin, moralement indigné et inhumainement noble. La réalité faite de haine de soi ou de violence était absente ou caricaturée. La pauvreté que je connaissais était monotone, anesthésiante, avilissante. Les femmes y avaient du pouvoir,
mais selon des critères qui n'apparaissaient pas comme héroïques au reste de la société. La vie des membres de ma famille n'apparaissait ni à la télévision, ni dans les livres, ni même dans les bandes dessinées. Il existait un mythe du pauvre dans ce pays, mais il ne nous incluait pas, malgré tous les efforts que je faisais pour nous y faire entrer de toutes mes forces. Il y avait une notion des bons pauvres, travaillant dur, déguenillés mais propres et infiniment honorables. J'avais compris que nous étions les mauvais pauvres, les hommes qui buvaient et étaient incapables de garder un travail, les femmes, invariablement enceintes avant le mariage, devenaient rapidement usées, grosses et vieilles, d'avoir trop travaillé et porté trop d'enfants. Les enfants avaient le nez qui coule, les yeux humides et de mauvaises manières. Mes cousins ont quitté l'école, volé des voitures, pris de la drogue et fait des métiers qui ne mènent à rien comme pompistes ou serveuses. Nous n'étions ni nobles, ni reconnaissants, ni même pleins d'espoir. Travailler, économiser, lutter ou se battre pourquoi ? Nous avions eu les générations précédentes pour nous apprendre que rien n'avait jamais changé et que celles et ceux qui avaient tenté d'y échapper avaient échoué. Ma mère avait 11 frères et sœurs et je ne connais le nom que de 6 d'entre eux, elle et eux. Aucun n'est encore vivant pour me dire le nom des autres. C'est ma grand-mère qui m'a parlé de mon vrai père, un bel homme sans ambition qui s'était marié, avait eu 6 enfants et qui vendait des assurances-vie au rabais à des noirs sans le sou. Ma mère s'était mariée quand j'avais 1 an, mais son mari est mort 1 an plus tard, après la naissance de ma petite sœur. Lorsque j'avais 5 ans, maman s'est remariée avec l'homme qui allait partager sa vie jusqu'à sa mort. Durant leur première année de mariage, maman a fait une fausse couche, et pendant que nous attendions à l'extérieur sur le parking, mon beau-père m'a frappé pour la première fois. Un geste qu'il a reproduit jusqu'à mes 13 ans passés. Lorsque j'avais peut-être 8 ans, maman nous a amenés dans un motel après que mon beau-père m'eut tellement battu que cela faisait tout un foin dans la famille, mais nous sommes rentrés 2 semaines après. Maman m'a dit qu'elle n'avait pas vraiment le choix, elle ne pouvait pas nous nourrir seule. Lorsque j'avais 11 ans, j'ai dit à une de mes cousines que mon beau-père me battait. Maman a fait mes bagages et ceux de mes sœurs et nous a amenés quelques jours ailleurs, mais une nouvelle fois, mon beau-père a juré qu'il ne recommencerait plus. Et une nouvelle fois, nous sommes revenus après quelques semaines. J'ai cessé de parler pendant un moment et je n'ai qu'un vague souvenir des 2 années qui ont suivi. Mon beau-père travaillait comme vendeur itinérant, ma mère comme serveuse, blanchisseuse, cuisinière ou ouvrière pour emballer les fruits. Je n'ai jamais pu comprendre, vu qu'il travaillait si dur et tant d'heures par jour, que nous n'ayons jamais assez d'argent. Mais c'était également le cas des frères et sœurs de maman qui trimaient dur dans les minoteries et les aciéries. En fait, mes parents y arrivaient mieux que n'importe qui dans la famille. Mais par la suite, mon beau-père a été licencié et nous avons touché le fond. Des mois de cauchemar avec les huissiers à la porte, les meubles saisis et les chèques en bois. Mes parents ont monté une combine pour qu'on croie que mon beau-père nous avait abandonnés, mais au lieu de ça, il est descendu en Floride, a eu un nouveau travail et nous a loué une maison. Il est revenu en pleine nuit avec un camion U-Haul, a emballé nos affaires et nous a emmenés vers le sud. La nuit où nous avons quitté la Caroline du Sud, ma mère s'est penchée vers la banquette arrière de sa vieille Pontiac et nous a promis à nous les filles. Ce sera mieux là-bas. Je ne sais pas si nous l'avons cru, mais je me revois traversant la Géorgie au petit matin, regardant les collines d'argile rouge et la végétation de mousse tirant vers le gris s'éloigner dans la lunette arrière. Je n'arrêtais pas de regarder le camion derrière nous, ridiculeusement petit, pour contenir tout ce qu'on possédait. Maman n'avait rien emballé qui ne fût déjà remboursé en totalité, ce qui voulait dire qu'elle n'avait que 2 choses de valeur, sa machine à laver
et sa machine à coudre, tous deux solidement attachés aux parois du camion. Pendant le trajet, je rêvais d'un accident qui aurait éventré le camion, éparpillant les vieux habits et brisant la vaisselle sous le macadam. Je n'avais que 13 ans. Je voulais qu'on reparte à zéro, recommencer comme les gens nouveaux sans trace du passé. Je voulais fuir ce qu'on avait vu de nous, ce que nous avions été. Ce désir, je l'ai senti chez d'autres membres de ma famille. C'est la première chose à laquelle je pense quand un problème surgit, la solution géographique. Changer ton nom, quitter la ville, disparaître, te refaire. Ce qui se cache derrière cette pulsion, c'est la conviction que la vie que vous avez vécue, la personne que vous êtes, n'ont pas de valeur, qu'il vaut mieux les abandonner, que fuir est plus facile que d'essayer de changer les choses, que changer soi-même n'est pas possible. Parfois, je me dis que c'est cette conviction, plus séduisante que l'alcool ou la violence, plus subtile que la haine du sexe ou l'injustice entre les genres, qui a gouverné ma vie et rendu tout vrai changement si difficile et si douloureux. Déménager en Floride n'a pas amélioré nos vies. Cela n'a pas fait cesser la violence de mon beau-père, ni soulagé ma honte, ni rendu ma mère heureuse. Une fois là-bas, nos vies ont été régies par la maladie de ma mère et les factures des soins médicaux. Elle avait subi une hystérectomie lorsque j'avais 8 ans, ainsi qu'une série d'hospitalisations pour des ulcères et un mal de dos chronique. Tout au long de mon adolescence, elle a refusé par superstition que quiconque prononce le mot « cancer ». Lorsqu'elle n'était pas malade, maman et mon beau-père allaient travailler, luttant pour rembourser ce qui semblait être une insurmontable montagne de dettes. Avant que j'aie 14 ans, mes sœurs et moi avons trouvé des moyens de décourager la plupart des avances sexuelles de mon beau-père. Nos efforts avaient trouvé un soutien lorsqu'il a été examiné par un psychothérapeute après un accès de colère au travail et qu'on lui a prescrit des médicaments qui le rendaient renfrogné mais moins violent. Nous avons grandi rapidement, mes sœurs abandonnant rapidement l'école, tandis que j'avais de bonnes notes et que je passais le plus d'examens possible afin d'obtenir une bourse. Je fus la première personne de ma famille à sortir diplômée du lycée et le fait que j'ai poursuivi mes études a été une véritable surprise. Nous imaginons tous que nos vies sont normales, et je ne savais pas que la mienne n'était pas celle de tout le monde. C'est en Floride que j'ai commencé à comprendre combien nous étions différents. Les gens que nous rencontrons là-bas n'avaient pas été façonnés par la structure de classe rigide qui dominait le Piémont de Caroline du Sud. La première fois que j'ai regardé mes camarades de collège et que j'ai pris conscience que je ne savais pas qui ils et elles étaient, non seulement en tant qu'individus, mais en tant que catégorie, qui étaient leurs semblables et comment ils et elles se voyaient eux-mêmes, j'ai pris conscience qu'ils et elles ne me connaissaient pas. À Greenville, tout le monde connaissait ma famille. Tout le monde savait qu'on était des prolos. Et cela voulait dire qu'on serait sûrement pauvres, qu'on aurait des boulots sûrement sinistres et mal payés, qu'on tomberait enceinte pendant notre adolescence et qu'on ne finirait jamais l'école. Mais la Floride des années 1960 était pleine de fuyards et d'immigrants, et notre école de la banlieue ouvrière majoritairement blanche nous classait non pas d'après le revenu et les origines familiales, mais d'après des tests d'aptitude et d'intelligence. Soudain, j'ai été propulsé sur la voie menant aux études supérieures. Et alors qu'on me méprisait pour mon talent inexistant en société, ma garde-robe lamentable et mon long accent traînant, il y avait également quelque chose que je n'avais jamais connu avant, un anonymat protecteur, ainsi qu'une sorte de respect et de curiosité circonspecte concernant mon avenir. Parce qu'il n'envisageait pas la pauvreté et le désespoir comme une issue courue d'avance pour moi, j'ai pu commencer à imaginer d'autres avenirs. Dans ce pays, nous étions inconnus. Le mythe du pauvre s'était posé sur nous et nous donnait du prestige. Je le voyais dans les yeux de mes professeurs, dans ceux du représentant du Lions Club qui avait payé mes nouvelles lunettes, et dans ceux de la femme de la Junior League qui me parlait de la bourse que j'avais obtenue.
C'était mieux, beaucoup mieux d'être une pauvre mythique que de faire partie des îles que j'avais connues avant. J'ai aussi fait l'expérience d'un nouveau niveau de peur, la peur de perdre ce qui auparavant n'aurait jamais été imaginable. Ne me laissez pas perdre cette chance, priai-je, vivant dans la terreur, qu'on me voie à nouveau tel que je me connaissais moi-même. Adolescente, j'ai pensé que la fuite de ma famille de Caroline du Sud ressemblait à un mauvais film. Nous avons fui comme des esclaves auraient pu le faire, avec le shérif arrêtant mon beau-père dans le rôle du garde-frontière imaginaire. Je suis sûr que si nous étions restés en Caroline du Sud, j'aurais été prise au piège de la misère héritée de ma famille, avec la prison, des enfants sans père, et que même être intelligente, persévérante et lesbienne n'y aurait rien changé. Ma grand-mère est morte lorsque j'avais 20 ans, et après la venue de maman à la maison pour l'enterrement, j'ai fait une série de rêves dans lesquels nous vivions toujours à Greenville, en bas de la rue où était morte mamie. Dans mes rêves, j'avais 2 enfants et un seul œil. Je vivais dans une caravane et je travaillais dans une filature. La plus grande part de mon temps consistait à me demander quand je déciderais à nous tuer, moi et mes enfants. Les rêves étaient si vivants que je suis persuadé qu'ils étaient littéralement la vie que j'aurais eue, et j'ai redoublé de travail afin de me mettre autant de distance que possible entre ma famille et moi. J'ai copié les tenues, les manières, les attitudes et les ambitions des filles que je rencontrais à la fac, changeant ou cachant mes propres goûts, centres d'intérêt et désirs. J'ai gardé mon lesbianisme secret, m'abritant derrière l'amitié d'un garçon efféminé, ce qui nous arrangeait tous les deux. J'expliquais à mes amis que je rentrais rarement à la maison parce que mon beau-père et moi nous disputions trop pour que je me sente bien chez lui. Mais ce n'était qu'une partie de la raison pour laquelle j'évitais de rentrer à la maison, c'était la raison la plus commode. La vérité, c'est que j'avais peur de ce que je pourrais devenir en rentrant chez ma mère, la femme des fameux rêves, odieuse, violente et désespérée. Il n'est pas facile d'avouer que j'ai si délibérément et si minutieusement fui ma propre vie. Je n'avais pas oublié d'où je venais, mais je serrais les dents et je le cachais. Lorsque ma bourse n'a plus été suffisante pour payer mes études, j'ai passé 1 an de travail acharné à préparer des salades, à faire des remplacements de profs ou à être femme de ménage. Et après avoir accepté d'être parachuté n'importe où, j'ai finalement trouvé un job d'employé à la sécurité sociale. Une fois que j'ai eu une place fixe, je suis devenue une militante, sexuelle et politique. J'ai rejoint l'équipe des volontaires de la Maison des Femmes et je suis tombée amoureuse d'une série de femmes issues de la classe moyenne qui pensaient que mon accent et mes histoires étaient extrêmement charmantes. Ce que je leur racontais au sujet de ma famille, de la Caroline du Sud, du fait d'être pauvre, tout cela n'était que des mensonges, savamment mis bout à bout pour paraître drôle ou amusant. Je savais trop bien que personne ne voulait entendre ma vérité sur la pauvreté, le désespoir et le sentiment mêlé de crainte que rien de ce que je faisais ne changerait rien, ou même la colère qui couvait sous mes plaisanteries. Même lorsqu'avec ma copine, nous avons formé une famille lesbienne alternative, partageant tout l'une de l'autre, j'ai maintenu mes origines et celles que je savais être dans un flou savamment orchestré. J'ai travaillé très dur pour devenir une nouvelle personne, une lesbienne activiste radicale bien dans sa tête, et j'ai totalement cru qu'en me recréant, j'aidais à refaire le monde. Durant une dizaine d'années, je ne suis plus retourné à la maison, plus de quelques jours à chaque fois. Lorsque dans les années 1980, j'ai entendu parler par hasard du concept de sexualité féministe, je ne savais pas vraiment ce qu'il véhiculait. Bien que j'ai été, et sois encore, féministe, que je me sois engagé à réclamer le droit de gérer mes désirs sexuels, sans placer ces désirs sous la coupe d'une société qui a peur du sexe, les demandes d'explication ou de justification de mes fantasmes sexuels m'ont embarrassé. Comment explique-t-on ces pulsions sexuelles ?
Les guerres du sexe, entre guillemets, sont terminées, paraît-il, ce qui me donne toujours envie de demander qui les a gagnées. Mais mon sens de l'humour paraîtrait sans doute un peu obscur à des femmes qui ne se sont jamais senties menacées par la manière dont la plupart des lesbiennes pensent et utilisent les termes perverse et queer. J'utilise le terme queer pour signifier plus de choses qu'avec celui de lesbienne. Depuis que je l'ai utilisé pour la première fois en 1980, j'ai toujours pensé qu'il impliquait que j'étais non seulement une lesbienne, mais aussi une lesbienne transgressive, femme masochiste, aussi sexuellement libérée que les femmes que je recherche, et aussi pornographique dans mon imaginaire et mes activités sexuelles que la pensée hétérosexuelle dominante l'a toujours cru. Ma tante Dot disait, pour plaisanter, il y a 2 ou 3 choses que je sais parfaitement, mais jamais les mêmes et pas aussi parfaitement que je le voudrais. Ce que je sais assurément, c'est que la classe sociale, le genre, l'orientation sexuelle et les préjugés, raciaux, ethniques et religieux, forment un maillage complexe qui façonne et place des barrières dans notre vie, et que résister à la haine n'est pas chose facile. Clamer son identité dans le chaudron de la haine et résister à cette haine est infiniment compliqué et pire, presque impossible à expliquer. Je sais que j'ai été haï parce que j'étais lesbienne, à la fois par la société entre guillemets et par le milieu plus intime de ma famille au sens large, mais j'ai également été haï ou méprisé, ce qui d'un certain côté est plus fragilisant et insaisissable que la haine, par des lesbiennes dont le comportement et les pratiques sexuelles avaient été forgés par leur classe sociale. Mon identité sexuelle était intimement liée à ma classe sociale et à ma région d'origine, et la haine dirigée contre mes préférences sexuelles est pour une grande part dirigée contre mon milieu social. Bien que beaucoup de personnes, les féministes en particulier, aiment prétendre que ce dernier n'entre pas en ligne de compte. Le genre de femme qui m'attire est invariablement celui qui embarrasse les lesbiennes féministes des classes moyennes, respectables et politiquement averties. Mon idéal sexuel est la butch, exhibitionniste, dotée d'un physique agressif. C'est une femme plus intelligente qu'elle ne veut le faire croire et fière d'être traitée de perverse. Le plus souvent, elle fait partie de la classe ouvrière. Le plus souvent, elle se pare d'une aura de danger et fait preuve d'un humour moqueur. Beaucoup de nos contemporains prétendant faire preuve d'une grande tolérance sexuelle, mais le fait que ma sexualité soit basée sur le fétichisme queer et les relations butch-femme est largement considéré avec dégoût ou franche hostilité. Toute une partie de ma vie, on m'a supposée inconséquente, abîmée par l'inceste et les abus sexuels de mon enfance, me livrant délibérément à des pratiques sexuelles haïssables et dégradantes, dans le souci égoïste de me concentrer sur ma seule satisfaction sexuelle. On s'attendait à ce que j'abandonne mes désirs pour devenir la femme normée qui flirte avec le fétichisme, qui s'amuse à renverser les rôles et devise avec humour ou un léger mépris sur les plus vieilles catégories de déviance sexuelle, mais n'en prend aucune au sérieux, au point de revendiquer une identité sexuelle basée sur les dites catégories. Il était déjà assez dur de faire fi de ces injonctions quand elles étaient formulées par des hétéros. Cela devenait consternant lorsque ces mêmes injonctions étaient formulées par des lesbiennes. Petite parenthèse, mais c'est évident, là on est dans l'intersectionnalité plus, pour les esprits qui pensent que ça veut rien dire. Une des forces que je tire de mon milieu social est l'habitude du mépris. Je sais que je n'ai aucune chance de devenir ce que mes détracteurs et détractrices espèrent de moi. Je crois que même la tentative de leur plaire ne récolterait que leur mépris
et le mien par la même occasion. Néanmoins, la relation entre la vie que j'ai vécue et la façon dont elle est perçue par les autres a toujours conduit à une sorte de fantasme d'auto-mythification. Il a toujours été tentant pour moi de faire jouer les stéréotypes et les idées fausses de la culture dominante, plutôt que de décrire une difficile et parfois douloureuse réalité. J'essaie de comprendre comment nous intériorisons les fables de notre société, même lorsque nous leur résistons. J'ai eu la tentation très forte d'écrire au sujet de ma famille une sorte de conte moral, nous dans le rôle des héros et les classes moyennes et supérieures dans celui des vilains. Cela aurait fait partie du mythe romantique, par exemple, que nous étions ces nobles blancs du Sud dépeints dans les films, travaillant au moulin depuis des générations et sortant du droit chemin à cause de l'alcoolisme, d'une tendance à la rébellion et aux luttes syndicales. Mais cela aurait été un mensonge. La vérité, c'est que personne dans ma famille n'a jamais été syndiqué. À la limite, le mythe du pauvre plaçait ma famille au-dessus des organisations syndicales et des personnes brisées par l'échec des syndicats. En ce qui concerne ma famille, les leaders syndicaux, comme les prédicateurs, étaient d'une autre classe, suspecte et haïe, autant qu'admirée pour ce qu'elle essayait d'accomplir. S'affichant baptiste du Sud, aucun membre de ma famille, dans les faits, ne prêtait attention aux prédicateurs, et seuls les enfants allaient au catéchisme. Une croyance sérieuse en quoi que ce soit, toute idéologie politique, système religieux, théorie du sens et du but de la vie, était jugée irréaliste. C'était une attitude qui m'a beaucoup gêné aux alentours de 11 ans, lorsque j'ai commencé à lire les romans engagés que je trouvais en livre de poche. J'aimais particulièrement les romans de Sinclair Lewis, et je voulais imaginer que ma famille faisait partie de la lutte de la classe ouvrière. Nous n'étions pas des suivistes, m'a dit ma tante Dot avec un sourire lorsque je lui ai parlé des syndicats. Mon cousin Butch a rigolé, m'a dit que les syndicats faisaient payer des cotisations et a dit « Diable, on n'arrive même pas à nous faire donner un sou à la quête, je vais pas en donner aux syndicats. » J'ai trouvé dommage que la seule chose en laquelle ma famille croyait de tout son cœur fût la chance et les caprices du destin. Ils avaient l'intime conviction que le plus prudent et le plus admirable était de garder son sens de l'humour, de ne jamais pleurnicher ni trembler, et de faire confiance à la chance qui, un jour, pourrait tourner. Devenir une activiste politique avec une ferveur presque religieuse fut ce qui a le plus scandalisé ma famille et la communauté ouvrière du Sud dont il faisait partie. De la même façon, ce n'est pas ma sexualité, mon lesbianisme, que ma famille a trouvé le plus rebelle, durant la plus grande partie de ma vie. Personne n'accepte... Alors, attendez, je reprends. De la même façon, ce n'est pas ma sexualité, mon lesbianisme, que ma famille a trouvé le plus rebelle. Durant la plus grande partie de ma vie, personne, excepté ma mère, n'a pris mon orientation sexuelle très au sérieux. Non, c'était ce que je pensais au sujet du travail, de l'ambition et du respect de soi. Les femmes de ma famille étaient serveuses, filles de comptoir ou ouvrières dans des blanchisseries. J'étais la seule qui ait travaillé comme bonne, une chose que je n'ai dit à personne. Cela les aurait mis en colère si elles et ils l'avaient appris. De leur point de vue, le travail, c'était le travail, quelque chose de nécessaire. Tu faisais ce que tu avais à faire pour survivre. Ils et elles ne tiraient pas autant de fierté de leur travail que de leur capacité à endurer le dur labeur et les mauvaises passes. En même temps, ils et elles maintenaient qu'il y avait certaines formes de travail, dont celui de femme de ménage, qui étaient seulement pour les noirs et pas pour les blancs. Et alors que je ne partageais pas cette opinion, je savais qu'elle faisait intrinsèquement partie de la façon dont ma famille voyait le monde. On n'est pas au dernier rang de la société, heureusement il y a des noirs. Ils peuvent être femmes de ménage. Parfois j'avais l'impression d'être à cheval sur deux cultures, sans appartenir à l'une ou l'autre. Je serrais les dents face au racisme indiscutable de ma famille et continuais à respecter leur patience pleine de pragmatisme. Mais de plus en plus, en vieillissant, ce que j'ai ressenti était un profond trouble de mes sentiments affectifs en raison de leur vision du monde,
et graduellement une honte qui leur a été totalement incompréhensible. Tant qu'il y a des restaurants pour manger, tu peux trouver du travail, me disaient ma mère et mes tantes. Puis elles ajoutaient, on peut faire un petit extra avec un sourire. Il était évident qu'il n'y avait rien de honteux derrière cela. Ce sourire attendu derrière le comptoir, ce sourire triste lorsque vous n'avez pas le loyer, ou la façon mi-provocante, mi-implorante de ma mère de couvrir d'amabilité le patron du magasin pour obtenir un petit crédit. Mais je détestais ça. Je détestais qu'elles aient à le faire. Tout comme ma honte chaque fois que je le faisais moi-même. Pour moi, c'était de la mendicité, une quasi-prostitution que je méprisais, alors même que je continuais à compter dessus. Après tout, j'avais besoin d'argent. Fais juste un sourire, plaisantaient mes cousines, et je n'aimais pas ce qu'elles voulaient dire. Après mes études supérieures, lorsque j'ai commencé à subvenir à mes besoins et à étudier les théories féministes, je suis devenue plus méprisante que compréhensive à l'égard des femmes de ma famille. Je me disais que la prostitution était une profession qualifiée et que mes cousines n'étaient jamais que des amateurs. Cela contenait une certaine part de vérité, bien que, comme tout jugement sévère rendu de l'extérieur, il faisait l'impasse sur les conditions dans lesquelles on en était arrivé là. Les membres de ma famille, y compris ma mère, avaient des papas gâteaux, pas des Jules, des hommes qui leur glissaient de l'argent parce qu'elles en avaient terriblement besoin. De leur point de vue, elles étaient gentilles avec ces hommes, parce qu'ils étaient gentils avec elles. Et ce n'était jamais un arrangement direct et grossier au point de mettre un prix sur leur faveur. Elles n'auraient jamais décrit ce qu'elles faisaient comme étant de la prostitution. Rien ne les mettait plus en colère que de suggérer que les hommes qui les aidaient le faisaient uniquement pour leur faveur. Elles travaillaient pour vivre, jurait-elle, mais ça, c'était différent. Je me suis toujours demandé si ma mère détestait son papa gâteau, ou sinon lui, en tout cas son besoin à elle de ce qu'il lui offrait, mais je n'en ai pas le souvenir. C'était un vieil homme, à moitié infirme, hésitant et dépendant, et il traitait ma mère avec beaucoup de considération et, oui, de respect. Leur relation était douloureuse, et comme ni mon beau-père ni elle ne gagnaient assez d'argent pour faire vivre la famille, maman ne pouvait pas refuser son argent. En même temps, cet homme ne donnait aucune indication comme quoi cet argent servait à acheter à maman ce qu'elle n'aurait pas normalement pu s'offrir. La vérité, je crois, est qu'elle l'aimait sincèrement et que cela était en partie dû au fait qu'il la traitait si bien. Même maintenant, je ne suis pas sûr qu'ils avaient des relations sexuelles. Maman était une jolie femme et elle était gentille avec lui, une gentillesse dont évidemment personne n'avait fait preuve envers lui durant sa vie. De plus, il prenait un grand soin à ne lui causer aucun problème avec mon beau-père. En tant qu'adolescente, avec le mépris des adolescents pour les entorses à la morale et les complexités sexuelles quelles qu'elles soient, j'étais persuadée que les relations entre maman et ce vieil homme étaient méprisables, et aussi que je ne ferais jamais une chose pareille. Mais la première fois qu'une petite amie m'a donné de l'argent et que je l'ai pris, tout a bougé dans ma tête. Le montant n'était pas élevé pour elle, mais pour moi il l'était, et j'en avais besoin. Alors que je ne pouvais le refuser, je me suis haï de le prendre, et je l'ai haï de me le donner. Pire, elle faisait preuve de moins de délicatesse envers ma situation que Papa Gâteau envers maman. Tout le mépris acide que j'éprouvais pour mes tantes et mes cousines dans le besoin s'est déchaîné et a consumé l'amour que j'éprouvais pour elles. J'ai rapidement mis un terme à notre relation, incapable de me pardonner d'avoir vendu ce qui, estimais-je, ne devait être offert que librement. Pas le sexe, mais l'amour lui-même. Lorsque les femmes de ma famille disaient combien elles travaillaient dur, les hommes crachaient sur le côté et secouaient la tête.
Les hommes avaient de vrais métiers, des métiers rudes, dangereux, et qui réclamaient la force physique. Ils allaient en prison, et pas seulement ceux qui n'avaient pas froid aux yeux, les garçons insouciants qui me faisaient peur avec leur manière brutale, mais leurs frères plus doux et plus gentils. C'était de famille, ça aussi. C'est ce que prédisaient les gens au sujet des proches de ma mère ou des miens. Son père est celui qui a fait de la prison en Géorgie, et son oncle aussi. Il est probablement bien pareil, disait-il à propos de garçons si jeunes qu'ils avaient encore leurs dents de lait. Nous allions toujours dans les prisons rurales du comté voir quelqu'un, un oncle, un cousin ou une vague relation. La tête rasée, morne et sonnée, il pleurait sur l'épaule de maman ou suppliait mes tantes de les aider. « J'ai rien fait, maman, disait-il. Et c'était peut-être vrai. Mais même si nous ne les croyions pas, qui les aurait crus? Personne ne disait la vérité, ni à quel point leur vie était détruite. Quand j'avais 8 ans, un de mes cousins préférés a fait de la prison pour avoir fracturé une cabine téléphonique à pièces avec un autre garçon. L'autre garçon fut renvoyé à la garde de ses parents. Mon cousin fut envoyé à la prison du comté. Après 3 mois, ma mère nous a emmenés lui rendre visite, avec un gros paquet de poulet frit, du maïs froid et de la salade de pommes de terre. Avec une centaine d'autres, nous nous sommes assis sur la pelouse avec mon cousin, et l'avons regardé manger comme s'il n'avait pas eu de repas digne de ce nom depuis 3 mois. J'ai vu sa tête presque rasée et ses oreilles marquées par une fine cicatrice bleue qui témoignait d'une coupe sans ménagement. Les gens riaient, il y avait de la musique, et un homme grand paresseux en uniforme est passé à côté de nous en mâchonnant un cure-dent, et en nous examinant de près. Mon cousin a gardé la tête baissée, le visage rempli de haine, et n'a regardé le surveillant que lorsqu'il s'est retourné. « Fils de pute !» a-t-il maugré. Maman lui a fait « chut !» Nous étions toutes assises sans bouger lorsque le garde a fait volte-face. Il y a eu un long moment de calme, puis l'homme a déridé son visage pour faire un grand sourire. « Oui, oui, a-t-il dit. C'est tout. » Puis il s'est éloigné. Aucun de nous n'a parlé. Aucun de nous n'a mangé. Il est retourné à l'intérieur peu de temps après et nous sommes partis. De retour dans la voiture, ma mère s'est assise pour pleurer en silence. La semaine d'après, mon cousin a eu un rapport pour bagarre et sa détention a été prolongée de 6 mois. Mon cousin avait 15 ans. Il n'est jamais retourné à l'école et après la prison n'a pas pu intégrer l'armée. Quand, par la suite, il est rentré à la maison, nous n'en avons jamais parlé, nous n'avons jamais eu besoin. Je savais sans le demander que le garde avait eu sa petite revanche, et je savais aussi que mon cousin fracturait à nouveau une cabine téléphonique dès qu'il le pourrait, mais il le ferait discrètement et sans se faire prendre. Je connaissais sans demander la cause de sa colère ce qu'il ressentait à l'égard des gens propres, bien habillés, méprisants, qui le regardaient comme si sa vie ne comptait pas plus que celle d'un chien. Je le savais parce que je le ressentais moi aussi. Le garde nous avait regardés, maman et moi, de la même façon que notre cousin. Nous étions des moins que rien. Nous étions celles et ceux pour lesquels il construisait les prisons. Le garçon qu'il avait renvoyé chez ses parents était le fils d'un diacre, le directeur d'un magasin d'électroménager. Ah, tiens donc. Autant j'ai haï cet homme et son fils, autant d'une certaine façon j'ai haï mon cousin aussi. Il aurait dû savoir, je me disais, les risques qu'il courait. Il aurait dû faire plus attention. Lorsque j'ai grandi et commencé à vivre ma vie, c'était une rengaine que je me suis répétée consciemment, que je me suis répétée plus copieusement qu'à mon cousin. Je savais qui j'étais, je savais que la chose la plus importante à faire était de me protéger et de cacher mon identité misérable, fondue dans le mythe du bon pauvre et de la lesbienne raisonnable. Lorsque je suis devenue une féministe militante, cette litanie résonnait dans ma tête avec, en note de fond, quelque chose de tellement ancré et omniprésent que je ne l'entendais plus, même lorsque tout ce que je faisais était à son diapason. En 1975, je gagnais péniblement ma vie en tant qu'assistante d'un photographe de Tallahassee, en Floride.
Mais le vrai travail de ma vie, c'était mon activisme féministe lesbien. Le travail que j'ai réalisé avec la Maison des femmes locales et le comité pour créer un programme d'études féministes à l'Université d'État de Floride. Mon rôle consistait en partie, c'est comme ça que je le voyais, à être une féministe lesbienne évangélique et à aider à développer une analyse politique de cette société qui haïssait les femmes. Je ne parlais pas de classe, ou seulement pour reconnaître pour la forme que nous devions y penser. De la même façon, pensais-je que nous devions toutes réfléchir sur le racisme. J'étais une personne décidée, vivant au sein d'un collectif de lesbiennes, toutes jeunes, blanches et sérieuses, à l'affût de chaque nouveau livre s'adressant aux féministes, mené parce que je considérais comme un besoin de révolutionner le monde. Des années plus tard, il m'est difficile de faire comprendre à quel point ma vie me semblait raisonnable à cette époque. Je n'étais pas désinvolte, ni sciemment condescendante, ni inconsciente de la dureté d'une lutte pour réformer les relations sociales. Mais comme tant de femmes de ma génération, je croyais dur comme fer que je pourrais changer quelque chose avec ma vie. Et j'étais décidé à donner ma vie pour tenter de changer quelque chose. Je m'attendais à des moments difficiles, à de longues et lentes périodes de sacrifices et de corvées. Je m'attendais à être haï et attaqué en public, à avoir à laisser mes désirs personnels, mes amours, ma famille de côté, afin de faire partie de quelque chose de plus grand et de plus important que mes préoccupations individuelles. En même temps, je travaillais d'arrache-pied afin de prendre mes désirs, ma sexualité, mes besoins de femme et de lesbienne plus au sérieux. Je pensais que je menais à tout moment une révolution politique personnelle. Que je récure le sol de la crèche, que je trouve le budget afin que l'université puisse acheter une collection de livres sur les femmes, que j'édite le magazine féministe local ou que je monte une librairie des femmes. Que je sois constamment épuisé et n'ai pas d'assurance santé, que je fasse pendant des heures un travail monotone et non rémunéré, ou que je quitte encore furtivement le collectif pour des rendez-vous avec des femmes butch que mes colocataires jugeaient rétrogrades et sexistes, tout cela n'a jamais perturbé mon engagement total dans la révolution féministe. Je ne vivais pas dans une bulle. J'avais compartimenté ma pensée à tel point que je ne me demandais jamais ce que je faisais ni pourquoi. Et je ne me suis jamais interrogé sur ce qui sous-tendait mes convictions féministes. Une incrédulité face au changement, à mon milieu, une peur secrète qu'un jour on ne me découvre tel que j'étais réellement, qu'on ne me démasque et qu'on ne me rejette. Si je n'avais pas été élevé dans l'idée de donner ma vie, aurais-je fait une aussi bonne révolutionnaire, efficace et prête au sacrifice ? Point d'interrogation. Il a fallu que je reprenne l'écriture pour que mon application étroitement limitée de révolutionnaire soit remise en question. L'idée d'écrire des histoires paraissait frivole, tant il restait à faire. Mais tout a changé lorsque je me suis retrouvé confronté à des émotions et à des idées qui ne pouvaient plus attendre l'après-révolution pour être expliquées. Cela s'est passé de façon simple et inattendue. On m'a demandé un jour de parler devant deux groupes totalement différents. Une classe de catéchisme à l'église épiscopale et un centre de détention pour mineurs. Les épiscopaliens étaient tous blancs, bien habillés, s'exprimaient très clairement et avec facilité, étaient bien élevés et voulaient à tout prix savoir, sans me le demander directement, comment ça se passe deux femmes qui couchent ensemble. Les délinquantes étaient toutes des femmes, à 80% noires et hispaniques, elles portaient des robes uniformes vertes ou des jeans et des blouses, étaient grossières, incultes, n'avaient peur de rien, et étaient tout aussi déterminées à savoir ce qui se passe entre deux femmes dans un lit. J'ai essayé de m'amuser avec les épiscopaliens, les titillant sur leur peur et leur prévention, et en étant d'une grande honnêteté en ce qui concernait mes pratiques sexuelles. Le professeur de catéchisme, un homme qui m'avait assuré de ses idées libérales, rougissait et bégayait au fur et à mesure que les questions sur la découverte puis l'expression de ma sexualité devenaient plus précises. Lorsque la rencontre a été terminée, j'ai marché dehors dans le soleil, irrité par le mépris déguisé de leurs questions, et bien que je ne sache pourquoi, si déprimé que je n'ai pas pu pleurer. Avec les délinquantes, ce fut une autre histoire.
Effrontées, elles m'ont fait rougir dès les premières minutes, hurlant des questions qui étaient d'une part de la curiosité, et d'autre part, pour elles, une façon de mettre en avant ce qu'elles savaient déjà. T'es butch ou femme? T'as jamais baisé avec des mecs? T'as jamais eu envie? Tu veux des enfants? Elle était comment ta copine? J'ai fini par craquer quand une fille, très grande et sûre d'elle, s'est levée et m'a lancé. Hé copine, je vais sortir d'ici le week-end prochain, qu'est-ce que tu fous ce soir-là? J'ai rigolé si fort que j'ai presque toussé. J'ai rigolé jusqu'à ce que nous soyons tout à ricaner et à hurler de rire. Même être fouillé en partant n'a pas entamé ma bonne humeur. Je souriais toujours lorsque j'ai rejoint ma copine dans le waterbed ce soir-là, souriant jusqu'à ce qu'elle m'entoure de ses bras et que j'éclate en sanglots. J'ai compris alors, d'un seul coup, tout ce qui était arrivé à mes cousins et à moi-même. Je l'ai compris avec une toute nouvelle et déchirante perspective, où il était clair que j'avais été, et à quel point, brutal avec ma famille et avec moi-même. J'ai mesuré à nouveau combien nous avions été rejetés et privés de tout, que j'avais tout fait pour ne pas avoir à y penser. J'avais appris comme une enfant que ce qui ne pouvait pas être changé devait rester non dit, et pire, que ceux qui ne peuvent pas changer leur propre vie ont toutes les raisons d'en avoir honte et de la cacher. J'avais accepté cette honte et y avais cru. Mais pourquoi? Qu'est-ce que mes cousins ou moi-même avions fait pour mériter le mépris envers nous? Pourquoi nous avais-je toujours cru méprisables par nature? J'ai voulu parler à quelqu'un de toutes ces choses auxquelles je pensais cette nuit-là, mais je n'ai pas pu. Parmi les femmes que je connaissais, il n'y en avait qu'une qui aurait compris ce que j'avais dans la tête. Pas de flamme de la classe ouvrière au sein de la communauté où je vivais. Je me suis dit que nous ne partagions aucun langage pour parler de ces vérités amères. Les jours qui ont suivi, je me suis souvent rappelé cet après-midi dans la prison du comté, ce sentiment d'être un animal dans un zoo, qu'on regarde et dont on rit, qui est utilisé par les vraies personnes qui, elles, nous observent. Malgré ses convictions libérales, ce professeur de catéchisme m'avait regardé avec les yeux du surveillant de prison de mon cousin. J'étais renvoyé à mon enfance, à toutes les peurs auxquelles j'avais essayé d'échapper. Une nouvelle fois, je me suis senti à la merci de ces gens importants qui savent bien s'habiller et parler, à qui l'on accordera toujours le bénéfice du doute, pas comme pour moi et ma famille. J'ai ressenti une indignation si profonde que je n'ai pu analyser à quel point elle avait déterminé toute ma vie. J'ai pris à nouveau conscience qu'à certains on ne fait pas de quartier, on ne laisse pas de chance, que le courage, l'humour et l'amour de son prochain ne sont qu'une plaisanterie pour ceux qui édictent les règles du jeu, et j'ai haï ceux qui établissent les règles. Enfin, j'ai reconnu que la plupart de mes mots venaient du fait que je ne savais plus qui j'étais, ni à quelle catégorie j'appartenais. J'avais fui ma famille, refusé d'aller lui rendre visite, et essayé par tous les moyens de me fabriquer un autre personnage. Comment pouvais-je être issu de la classe ouvrière et avoir un diplôme universitaire, en étant une lesbienne activiste? J'ai repensé aux gardiens du centre de détention. Ils ne m'avaient pas regardé avec le même regard vide que celui qu'ils adressaient aux filles venues m'écouter, des filles trop proches de la vie que j'aurais dû vivre pour que je puisse supporter de les affronter. Le mépris contenu dans leur regard était dû au fait que j'étais lesbienne, un mépris différent mais identique, car toujours du mépris. Tandis que je laissais éclater ma colère, ma copine me tenait, me réconfortait et essayait de me faire expliquer ce qui me faisait tant souffrir, mais j'en étais incapable. Elle m'avait tant parlé des relations difficiles qu'elle entretenait avec sa famille, de son père qui dirigeait sa propre affaire et qui continuait de lui envoyer un chèque tous les mois. Elle ne savait presque rien sur ma famille, hormis les blagues et les histoires soigneusement triées. Je me suis senti si seul et en danger dans ses bras que je n'aurais rien pu expliquer du tout. Je pensais à ces filles du centre de détention et aux histoires cruelles qu'elles racontaient sur leurs sœurs, leurs frères, leurs cousins et leurs amours. Je pensais à leurs allusions en un mot à ce qu'elles avaient perdu, ne parlant jamais de la perte de leur espoir, de la tournure douloureuse que prendrait leur vie quand elles seraient libérées. Ayant séché mes larmes, je me suis allongé et j'ai regardé ma copine endormie,
tout en réfléchissant à ce que je n'avais pas été capable de lui dire. Après quelques heures, je me suis levé et j'ai rédigé quelques notes afin d'écrire un poème, une litanie dépouillée et douloureuse sur la perte, formulée comme une conversation entre deux femmes, l'une ne pouvant pas comprendre et l'autre ne pouvant pas tout dire. Il m'a fallu du temps pour transformer ce poème, violent cri de douleur, en une histoire qui m'expliquait quelque chose que je n'avais jamais voulu voir de près, le processus de la fuite, de l'enfermement sur soi-même, de la dissimulation. Il m'a fallu presque toute une vie pour le comprendre, pour voir de quelle façon celles et ceux d'entre nous qui sont nés pauvres et différents sont conduits à se perdre ou se trahir, mais surtout à simplement disparaître en tant que tels. Avant que ce poème devienne l'histoire River of Names, j'ai pris la décision d'inverser ce processus, de parler de ma famille, de ma vraie histoire, et de dire la vérité, non seulement sur qui j'étais, mais également sur la tentation du mensonge. Une fois apprises seules les bases de la narration par écrit, j'ai su qu'il n'y aurait qu'une seule histoire qui me hanterait tant que je n'aurais pas su comment la raconter. L'histoire compliquée, douloureuse, de la façon dont ma mère m'avait et ne m'avait pas sauvé, moi sa fille. Écrire l'histoire de Bone devint par la suite un moyen de retrouver la fierté et la tragédie de ma famille, ainsi que ma sexualité, tant disputée, bâtie sur la violence et le viol. La vie compartimentée que je m'étais créée vola en éclats à la fin des années 1970, après que j'ai commencé à écrire ce que je pensais réellement de ma famille. J'en ai eu assez d'avoir peur de ce que pensaient les femmes avec lesquelles je travaillais, principalement des lesbiennes, sur les filles avec lesquelles je couchais, sur ce qu'on faisait au lit. Lorsqu'un schisme s'est créé au sein de ma communauté, lorsque je n'ai plus été capable de me dissimuler dans le réseau lesbien traditionnel, lorsque je n'ai plus pu continuer à justifier ma raison d'être par un activisme politique constant ou à me distraire en couchant à droite à gauche, lorsque mes mœurs sexuelles légères, mon orientation vers les rapports butch-femme, mon exploration du sexe sadomasochiste constituèrent ce qui me conduisait hors de la communauté que j'avais choisie, je suis revenu à la maison. Je suis revenu pour ma mère et mes sœurs, pour les voir, pour parler, discuter et comprendre. Une fois à la maison, j'ai vu que, pour ma famille, les lesbiennes étaient des lesbiennes, qu'elles portaient des manteaux ou des blousons en cuir. Et puis, durant le temps où je n'avais pas fait la paix avec moi-même, ma famille s'est arrangée pour faire la paix avec moi. Mes copines étaient traitées comme des versions un peu plus bizarres des maris de mes sœurs, tandis que j'étais tout simplement la sœur qui a toujours été difficile, mais qui faisait encore partie de leur vie. Le résultat fut de commencer à m'interroger sur ce qui m'avait rendu incapable de parler à mes sœurs pendant toutes ces années. J'avais découvert qu'elles ne savaient plus non plus qui j'étais, et il m'a fallu beaucoup de temps et d'écoute entre nous pour redécouvrir mon sens de la famille et mon amour pour elles. C'est uniquement en tant que fille issue de ma classe sociale et de mon milieu familial que j'ai pu déterminer ce qu'est pour moi une politique qui veut dire quelque chose, redonner un sens à mon action militante, centrée sur l'importance si grande de la révélation de soi pour les lesbiennes. Il n'y a aucune analyse du féminisme qui rende compte de la complexité avec laquelle notre sexualité et le cœur de notre identité sont façonnés, ou encore de la façon de nous voir nous-mêmes comme faisant à la fois partie de notre famille de naissance et de la famille d'amis et d'amantes que nous créons inévitablement à l'intérieur de la communauté lesbienne. Pour moi, la raison essentielle en a été le besoin de résister à ma peur omniprésente, ce besoin de me cacher et de disparaître, de maquiller ma vie, mes désirs, et la vérité sur le fait que nous comprenons si peu de choses, même lorsque nous essayons de transformer le monde en un lieu plus juste et plus humain. Plus que tout, j'ai essayé de comprendre la politique du « il ». Pourquoi l'être humain craint et stigmatise celui ou celle qui est autre, tout en redoutant secrètement d'être lui-même ou elle-même autre. Classe, race, sexualité, genre et toutes les autres catégories dans lesquelles nous nous classons et rejetons les uns les autres ont besoin d'être combattus de l'intérieur. L'horreur de la hiérarchisation en classe, du racisme et des préjugés,
c'est que des personnes commencent à croire que la sécurité de leur famille et de leur communauté dépend de l'oppression des autres. Que pour que quelques-unes d'entre elles puissent vivre bien, d'autres doivent voir leur vie mutilée et violentée. C'est une conviction qui prédomine dans notre culture. C'est ce qui rend les Blancs pauvres du Sud si racistes et les classes moyennes si méprisantes à l'égard des pauvres. C'est un mythe qui permet aux uns de croire qu'ils et elles construisent leur vie sur les ruines de celles des autres. Le noyau secret de la honte des classes moyennes, un aiguillon pour la classe ouvrière marginale, quelque chose qui parle suffisamment aux sans-abri et aux pauvres pour qu'ils ou elles ne ressentent aucune gêne face à leur propre violence et à leur propre haine. La puissance de ce mythe apparaît d'autant plus lorsqu'on examine combien, à l'intérieur des communautés lesbiennes et féministes où nous avons porté une attention particulière aux politiques de marginalisation, il y a encore de peur, d'exclusion et de personnes qui ne se sentent pas en sécurité. J'ai grandi dans la pauvreté, la haine, victime de violences physiques, psychologiques et sexuelles, et je sais que souffrir ne rend pas noble. Cela détruit. Afin de résister à la destruction, la haine de soi ou le désespoir à vie, nous devons nous débarrasser de la condition de mépriser, de la peur de devenir le « il » dont il parle avec tant de dédain, refuser les mythes mensongers et les morales faciles, et nous voir nous-mêmes comme des êtres humains, avec nos défauts, et extraordinaires. Nous toutes extraordinaires.